mondiale. Pour vous donner un petit exemple, je vais vous lire 3 phrases du texte de Maurice Joly, donc le français, qui n'a rien à voir avec les Juifs, et vous mettre en parallèle les phrases de Mathieu Golovinsky. Alors, Maurice Joly dit « L'instinct mauvais chez l'homme est plus puissant que le bon ». Mathieu va traduire par « Les hommes qui ont des mauvais instants sont plus nombreux que ceux qui en ont des bons ». Une page plus loin, « Qu'est-ce que la politique a à voir avec la morale ?» Et Mathieu Golovinsky, « La politique n'a rien à voir avec la morale ». On ne peut pas plus plagier que ça. Un peu plus loin, « Je me suis moins préoccupé de ce qui est bon et moral que de ce qui est utile et nécessaire ». Et le texte de Golovinsky dit « Portons notre attention dans nos projets moins sur le bon et le moral que sur l'utile et nécessaire, etc., etc. » Voilà. Donc, pour que vous voyez, que résumé, il y a Golovinsky qui est protégé par Soloniev, qui est le président de la presse, qui va prendre contact avec Rachkovski, l'espion, le chef de l'espionnage, qui avait été contacté par le chef de la police secrète Vorontsov, et ce Golovinsky va demander un texte et il va plagier Maurice Joly, et voilà, ça va être transmis à Serge Nilus, qui va le transmettre à Lazarine. Vous voyez à peu près le cheminement jusqu'à maintenant? Bien. Donc, on a assisté à la naissance du texte de ce mythe. Mise en route du mythe. Le Rachkovski, le chef de l'espionnage, fait parvenir ce texte en français à Saint-Pétersbourg. On le donne à Vorontsov, qui en parle avec Popietinostev, les deux copains, et ils disent, bon, très bien, ce texte, ils font venir Serge Nilus, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il lui dit, voilà, nous avons découvert dans des archives juives sionistes à Kiev un texte en français, tu vas nous le traduire en russe, et tu vas l'apporter à la tsarine immédiatement. Et c'est ce qui va être fait, le texte va être imprimé, on va donner un exemplaire à Serge Nilus, et le texte va être transmis à la tsarine le 9 novembre 1901. Ce livre, car c'est un livre véritable tellement c'est épais, porte pour titre « Les secrets des sages de Sion » ou « L'Antéchrist ». C'était comment dire, Serge Nilus, c'était son dada, on lui a fait plaisir, on lui a dit tu le mets, on en parle entendu. Mais le sous-titre était Proche possibilité politique, texte contenant des révélations sensationnelles sur les agissements des Juifs pour établir leur hégémonie et les principes sur lesquels ils doivent se baser pour arriver à leur fin. Leur objectif, devenir maître du monde après la destruction des monarchies et de la civilisation chrétienne en utilisant la violence, la ruse, les guerres, les révolutions, la modernisation industrielle et le capitalisme pour mettre à bas l'ordre existant sur les ruines duquel s'installera le pouvoir juif. Fin de citation. Donc ce livre est donné à la tsarine et en 1917, lorsqu'il y aura la révolution et qu'on fera après l'inventaire de ce qu'il y avait dans chaque salle du palais, on va trouver un exemplaire dans la chambre de la tsarine et un autre dans les appartements du tsar. Donc c'est de dire que le but a été atteint. Et puis, l'édition qui avait été faite en 1901 s'épuise. Et Vorontsov et Popietinostev disent, nous, notre rôle est fait, le tsar, il a la preuve, on n'en a plus rien à faire. Mais il y a en Russie un homme, un réactionnaire assez riche, du nom de Georges Boutmy, qui dit, ça suffit pas. Ce texte est bien, mais il faut que toute la Russie le sache, et même plus peut-être. Donc, il va faire à ses frais une nouvelle édition en 1907. Et il va appeler ce nouveau texte « Accusation contre les ennemis du genre humain ». Donc, vous voyez, on monte en grade au fur et à mesure. Et en sous-titre, « Procès-verbaux d'une assemblée des sages de Sion ». Déjà, c'est procès-verbaux au lieu de secret. Donc, on a... Le problème, c'est que procès-verbal en russe se dit protocole, sans E, qui va être traduit juste après en allemand, ça se dit protocole, sans E, et qui vont être traduits juste après en français, on ajoutera un E, et ça y est, l'affaire est faite. Donc, vous voyez ce qui se passe.
En 1908, nouvelle édition de Boutmi, qui va avoir un succès fou, et à ce moment-là, l'Union du peuple russe demande l'autorisation d'agir contre les Juifs. Donc déjà, vous voyez les pogroms qui se préparent au fur et à mesure. 1912, nouvelle édition, et on ajoute quelque chose, les sages de Sion sont, deux points, Herzl, Max Nordau, Weizmann et Ahad. Donc vous avez déjà 1917, nouvelle édition, et on va en faire une par province russe. On est en pleine révolution russe, et là, au lieu de mettre les sionistes, ils n'en ont rien à faire, on met pour chaque région le nom des banquiers et des notables juifs. Et c'est fini. Et maintenant, on laisse, la machine infernale est en route, et la Russie est contaminée, et c'est fini, je m'arrête là, pour la Russie. Mais c'est pas fini, car en 1919, Boutmi, toujours celui qui a fait donc la dispersion de ça, va décider de le faire traduire en allemand. Donc c'est traduit en allemand. En 1919, l'empereur vient de partir, c'est la pagaille complète, c'est la République de Weimar, il y a les crises économiques, il y a la crise politique, il y a la crise sociale, etc. Et c'est le moment où Adolf Hitler essaye de faire un premier coup d'État qui va échouer et il va être mis en prison en 1924. Il va décider là d'écrire son Mein Kampf et il emporte avec lui dans la prison le maximum de documentation, dont le dernier livre qui vient de paraître en allemand et qui lui plaît énormément. Donc il va s'en inspirer terriblement et il va écrire dans le Mein Kampf exactement, je cite, « La façon dont l'existence du peuple juif repose sur un mensonge éternel est admirablement mise en lumière par les protocoles des sages de Sion. Et les Juifs ont beau proclamer avec véhémence qu'ils sont faux, c'est là la meilleure preuve qu'ils sont vrais. Il n'y a plus rien à dire. » En 1943, Goebbels va dire « Les protocoles sont vrais, je m'en porte totalement garant. » L'office de propagande nazi va le diffuser largement et le texte va être appelé « La Bible de l'Allemagne qui se révèle ». Le ministre de culte du Troisième Reich va demander immédiatement l'extermination des Juifs intellectuels et des prostituées. Et un journal aurait titré, mais je n'ai pas pu le trouver, je regrette, « Pourquoi les prostituées ?» Voilà. À ce moment-là, les statues de Mendelssohn et de Henry Heine sont déboulonnées et on va rayer des monuments aux morts de la guerre de 14-18, 20 000 noms de juifs qui sont morts à ce moment-là. Tu peux y aller. Voilà la couverture de l'édition des protocoles en allemand. C'est-à-dire, c'est une araignée avec un juif qui a une tête, la tête et un juif, qui met sur tout le monde entier. Donc, et c'est en dessous, on ne voit pas, c'est écrit protocole, etc., etc. Donc, tu peux mettre un peu. Merci. Et là, les Juifs d'Allemagne commencent à s'inquiéter et ils commencent à faire partir leurs capitaux où ils essayent. Et le gouvernement nazi commence à avoir peur en se disant ils ne veulent pas partir et on ne peut pas interdire à la Suisse, évidemment, d'agir. Donc, ils vont faire une chose, c'est que tous les matins, tous les kiosques de Suisse vont recevoir gratuitement des exemplaires du protocole. Et pour une fois, ce sont les Juifs suisses qui vont être un peu plus actifs que les autres. Ils vont porter plainte immédiatement contre les nazis. C'est vraiment exactement. Donc, le procès va avoir lieu à Berne en 1935 et va durer 3 ans. Ils sont basés sur l'article 14 de la loi suisse qui dit qu'il est interdit d'imprimer, d'éditer, etc., des publications immorales dont la forme et le contenu sont de nature à inciter au crime ou de porter atteinte à la morale. Au bout de 3 ans, le président du tribunal conclut « Je constate que la preuve de l'authenticité des protocoles n'a pas été fournie. » Bon, évidemment, les nazis immédiatement font appel. Le président du tribunal est renvoyé et un nouveau procès a lieu qui va durer très peu de temps. Le nouveau président va dire, vraiment quelques semaines après,
Je reconnais que malheureusement les accusés ne peuvent pas être poursuivis en vertu de cette loi numéro 14. Les preuves n'ont pas été fournies. Et on n'en parle plus. Alors là, je voudrais vous raconter une histoire personnelle, si vous permettez. En 1938, parce que il y avait la SDN qui précédait l'ONU, et j'avais mon oncle, le frère de maman, qui était le responsable de l'interprétariat à la SDN. Donc il était très bien placé pour avoir tous les bruits et toutes les notes de droite et de gauche. Et il a eu entre ses mains les minutes du procès, il a eu le texte des protocoles et il avait entendu dire qu'en 1920, quelqu'un avait découvert les textes de Maurice Joly et avait essayé de faire un rapport en prouvant que c'était un plagiat et qu'on l'avait tout de suite annihilé. Bon, évidemment, à la SDN, ils ont des appuis à droite et à gauche. Il a pu avoir ces textes. Mais en 1938, il y avait vraiment, la SDN était super occupée. Il met le tout dans une enveloppe et il envoie à son père, donc à mon grand-père, à ton arrière-arrière-grand-père, pour lui dire, voilà, je ne peux pas, tu as le temps, fais quelque chose, regarde ce qu'on peut faire. Mon grand-père était président de l'Alliance israélite en Algérie à l'époque. Et quelques mois plus tard, il va donner une conférence à Alger en analysant le texte de Boris Joly et le texte de Golovinsky. Pour ceux que ça intéresse, il a fait un parallèle que j'ai gardé après, que mon fils a tapé. Ceux qui veulent, j'en ai quelques exemplaires. Je savais, et nous savions dans la famille, que grand-père avait fait un texte là-dessus, qu'il y avait eu des notes, mais je n'avais pas de texte. Et j'ai demandé à droite et à gauche dans la famille, personne n'avait le texte. On le savait, on avait déménagé 45 fois tous entre-temps, pas de texte. Et quand Gad m'a parlé de ce sujet, ben, je suis allée à la Bibliothèque nationale et j'ai dit, maintenant je travaille, je cherche la bibliographie. Et j'étais émerveillée, émue de trouver le livre de mon grand-père. Donc le protocole des sages de Sion par Albert Confino, et pour moi c'était extrêmement émouvant et fierté. Donc le voilà, il est là, je l'ai bien sûr photocopié. Hein? Ah, pas. Et non, ici, à Divatras. Oui, j'ai cru que je l'avais dit. Oui, je travaille plus qu'ici maintenant. Juste à Jérusalem. Mais comment on a trouvé ça ici? À la bibliothèque, je fais la bibliographie et paf, je vois avec la couverture le livre de mon grand-père. Je suis restée sans voix, je dis la vérité. Bon, on continue. Donc nous avons. Non, excusez-moi. Alors j'aurais dû préciser effectivement. Nous avons vu les protocoles en Russie, nous les avons vus en Allemagne, nous les avons vus en Suisse, et maintenant ils vont être traduits, toujours grâce à ce fameux Boutzmi du début, en anglais. En anglais, ils paraissent à Londres en 1920. Et là, je vais agir non pas par pays, mais par ordre chronologique. En 1920, le Times va immédiatement faire un numéro spécial, en gros, écrire le péril juif ou conspiration des juifs contre la chrétienté. Et il est écrit en première page, les protocoles sont réellement l'œuvre des sages de Sion. Et tout ce qu'on pourra dire, entreprendre et accomplir contre les juifs devient nécessaire, légitime et urgent. Or, tout ce qui est dit commence à se réaliser. Concluez vous-même, vite. Donc il va y avoir des pressions incroyables que je ne vais pas développer, s'il y a de quoi sur des pages et des livres. Finalement, en 1921, le Times fait un entrefilet dans un journal quotidien pour dire la fin des protocoles, un point c'est tout. Je peux y aller. Voilà, ça c'est la représentation de la première page du protocole en anglais. Et c'est la première fois qu'on va représenter le serpent qui va devenir le symbole du juif qui rentre partout, le serpent plein de Magen David, et à partir de là, ça sera quasiment pour les Arabes, surtout l'emblème de la perfidie des Juifs. C'est fini avec l'Angleterre, nous arrivons en France, nous sommes à la fin de 1920, et la France va faire une première édition qui va avoir un succès extraordinaire. Alors on se demande pourquoi
y a-t-il autant d'antisémitisme en France actuelle? Il faut remonter un peu plus loin, un peu plus haut, pardon. En 1886, un dénommé Édouard Drummond va écrire un pamphlet épouvantable, La France juive, sur 1200 pages. Il explique que tout ce qui va mal, c'est la faute des Juifs. Ce pamphlet, 1200 pages, en 1886, va être édité à 62 000 exemplaires et être épuisé. Il va être réédité en France en 1986 et il va être épuisé. Et il va être réédité en France en 2012. Déjà. Donc, 1886, Drummond. 1894, l'affaire Dreyfus. Alors là, vous savez ce que ça a donné comme problème en France, etc. Toutes les familles ont été coupées en deux. L'antisémitisme va aussi faire appel à l'antijudaïsme et ça va faire vraiment la haine raciale.